Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Kader Abderrahim. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Nous tenons à vous remercier d'avoir accepté cette invitation, surtout un dimanche. Le sujet est de taille, qui est l'avenir au Moyen-Orient. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Kader Abderrahim, directeur de recherche à l'EPSE, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, et maître de conférence à Sciences Po Paris, membre du Global Funder, expert des Nations Unies qui vise à faire des recommandations au secrétaire général de l'ONU sur le dialogue des civilisations et le rapprochement entre le Sud et le Nord. Comme vous le savez, monsieur Kader Abderrahim, la poudrière du Moyen-Orient, tellement elle est importante, redessine-t-il la carte du monde arabe, selon vous? Je pense, oui, que de toute façon, depuis 2011 et les grandes mobilisations populaires qui se sont produites et qui sont parties depuis la Tunisie, redessinent en tout cas la carte politique, parce qu'on voit bien qu'il y a des États qui ont littéralement implosé, il y a des sociétés qui ont été fragmentées. Tout le monde a à l'esprit ce qui se passe actuellement en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen. Et donc, on voit que la situation ne cesse de se détériorer. Pour ce qui est du Moyen-Orient en général, les divisions qui existent dans cette région du monde, on va dire depuis au moins 1967 et la guerre des 6 jours, se sont accentuées. Elles n'ont pas diminué. Et ces divisions sont devenues aujourd'hui à la fois des divisions dans les pays, c'est-à-dire qu'on voit des pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar se livrer à une guerre diplomatique, et en même temps, il y a aussi des divisions et des rivalités interétatiques qui se sont développées sur un autre mode que celui qu'on connaissait jusqu'à présent, qui étaient des rivalités surtout diplomatiques et politiques. Et aujourd'hui, ce sont des rivalités qui apparaissent, c'est pas mon point de vue, mais qui apparaissent comme étant des rivalités religieuses. Ce que moi je conteste, je partage pas du tout cette thèse. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que évidemment le Moyen-Orient est en train d'imploser sous nos yeux, et que je crois qu'on assiste également à une carte du Moyen-Orient qui est en train d'être redessinée, et certainement pas par les Arabes eux-mêmes, qui n'ont plus prise sur le cours de l'histoire, de leur histoire. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Je crois qu'en réalité, il y a le fait que le démembrement de l'Empire ottoman en 1920, après le traité de Sèvres, n'a pas été abouti. Donc, on a laissé en suspens plein de problèmes qui sont incontestablement ethniques, ça je ne le nie pas, et qu'on n'a pas cherché à régler. Je pense évidemment d'abord à la question kurde, en tout cas au début du XXe siècle. Le second problème, c'est la question coloniale, la décolonisation dans cette région du monde, comme d'ailleurs au Maghreb, même si c'est assez différent, ne s'est pas faite dans les conditions qui auraient pu permettre à ces États nouveaux, naissants, d'envisager des perspectives de développement politique et de démocratisation des sociétés dans de bonnes conditions. Ce qui fait qu'en réalité, tous ces pays sont restés sous une forme ou une autre dépendants des anciennes puissances coloniales, la France, la Grande-Bretagne, et puis on verra à partir du milieu du XXe siècle un nouvel arrivant dans cette région du monde qui est les États-Unis, et qui n'a évidemment pas cette mémoire coloniale. Ça c'est de mon point de vue les deux raisons les plus importantes, et qui sont les raisons principales qui expliquent aujourd'hui ce qui se passe. Et on cherche de manière à la fois malveillante et hypocrite à habiller cela sous une forme de rivalité religieuse. La rivalité entre chiites et sunnites, elle n'existe que dans l'esprit de ceux qui veulent instrumentaliser les divergences ou les rivalités entre les pays. Parlons très concrètement, la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, elle n'est pas nouvelle, et en même temps, on cherche aujourd'hui à nous la présenter comme une rivalité entre sunnites et chiites, alors qu'il s'agit des rivalités, je dirais, classiques, que l'on trouve en Europe au moins depuis le XVIIe siècle pour le leadership d'une région. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Saoudien, par exemple, ou un Iranien? Je parle des dirigeants, je ne parle pas des peuples, toujours. C'est qu'aujourd'hui, il y a un État important qui s'appelle l'Iran, qui est un État qui a une histoire derrière lui de 5000 ans, qui se dit,
je veux jouer un rôle dans la répartition ou dans la recomposition géopolitique du Moyen-Orient. Et il y a un autre pays, mais c'est pas le seul, l'Arabie Saoudite, qui conteste cela et qui, évidemment, voit l'Iran aujourd'hui non plus comme un rival diplomatique régional, mais comme un pays qui vient contester la légitimité saoudienne sur l'hégémonie de l'islam. Et c'est ça, et je pense que c'est une nuance qui est extrêmement importante. Et je terminerai en disant, aujourd'hui, quand on voyage dans le monde arabe comme c'est mon cas, on voit la popularité de l'Iran, mais on voit pas la popularité, je dis auprès des peuples, évidemment, parce que l'Iran apparaît comme le pays qui conteste l'hégémonie à la fois des Saoudiens et des Américains. Et donc, ça fait quand même une différence considérable, plutôt que de nous dire que c'est une guerre sunnite-chiite. Ce qui est une grande hypocrisie et ce qui est aussi extrêmement dangereux. Il faut faire attention à cela et il ne faut pas tomber dans ce piège. La question qui s'impose, est-ce que ce conflit qui existe pour le leadership entre les Iraniens et les Saoudiens peut prendre de l'ampleur dans un monde arabe disloqué? Je ne vois pas comment il pourrait prendre plus d'ampleur qu'il n'en a pris aujourd'hui. Je ne crois pas du tout, pour être clair, à une guerre ouverte. Ça, je n'y crois pas du tout. Simplement, pas parce que ça n'est pas possible, évidemment, les hommes sont toujours assez fous pour nous conduire vers le pire, mais parce que je crois qu'il y a des intérêts occidentaux qui sont extrêmement importants dans la région et que les Américains notamment, ou les Français, ou les Britanniques, ne veulent pas mettre en péril leurs intérêts, et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas du tout à une guerre ouverte, armée. Donc ça se passe par des intermédiaires, proxy comme on dit. Donc c'est ce qu'on voit en Irak, c'est ce qu'on voit en Syrie, c'est ce qu'on voit au Yémen. Donc ce sont des guerres qui se font de manière détournée et pas directe. Dans cette situation, évidemment que la dépendance de l'Arabie Saoudite face aux États-Unis, elle n'est pas nouvelle. Et ce pays est extrêmement inquiet pour son avenir, je parle de l'Arabie Saoudite, parce que pendant toute la période de la présence de Barack Obama à la Maison-Blanche, il y a eu un désengagement. Barack Obama a tiré les enseignements d'une histoire d'un demi-siècle qui fait que ce sont les Saoudiens qui apparaissent, en tout cas aux yeux de l'ancien locataire de la Maison-Blanche, comme étant les principaux responsables de la diffusion du salafisme et du terrorisme partout dans le monde musulman et au-delà, puisque même les Occidentaux aujourd'hui ne sont pas épargnés par le terrorisme. Et donc Barack Obama a commencé à opérer un retrait de ce Moyen-Orient en étant beaucoup plus exigeant dans ses relations soit bilatérales avec les Saoudiens, mais d'une manière plus générale avec les dirigeants arabes en étant plus exigeant sur un certain nombre de critères de la démocratisation, de la liberté d'expression, etc., etc. Bon, aujourd'hui, on a un nouveau président américain qui ne s'embarrasse pas de l'histoire. Et c'est ça qui fait la différence. Monsieur Trump considère que ce qui est important pour les États-Unis, ce sont ses intérêts immédiats. Mais personne ne conteste cela. Tous les pays cherchent à préserver leurs intérêts. Sauf que on ne peut pas, dans cette région du monde, considérer que les intérêts peuvent être défendus et bien défendus simplement en tenant compte de l'actualité. Il faut tenir compte de l'histoire. C'est un impératif. Il faut tenir compte de la complexité de ces sociétés. Il faut tenir compte de ces mosaïques ethniques, confessionnelles, culturelles, historiques, politiques. Tout cela, cette complexité-là, évidemment, M. Trump ne la connaît pas, ne cherche pas à la connaître et ça ne l'intéresse pas. Ce qui fait aujourd'hui que la situation, évidemment, elle est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle est très volatile. Trump prend des décisions qu'il applique très vite, comme on l'a vu cette semaine avec l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, et cela a des conséquences, évidemment, dans toute la région, parce que ce sont des sujets symboliques qui provoquent des réactions épidermiques parfois, symboliques, dans une région du monde où la sensibilité, elle est extrême. Et on est aujourd'hui à la veille peut-être une nouvelle implosion, après ce qui s'est passé en 2011, à l'intérieur de certains États, comme, je pense, Israël, qui n'est pas à l'abri, parce que c'est un pays qui est aujourd'hui très divisé, et il ne faut pas se fier aux apparences. Évidemment, c'est un État extrêmement important, c'est un État puissant, c'est une armée qui est la meilleure armée de tout le bassin méditerranéen. Mais pour autant, la société israélienne est très divisée, parce que parmi
cette société, il y a des gens qui ont une capacité de réflexion et qui s'interrogent et qui se posent des questions et qui se disent quel sera l'avenir d'Israël dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Et quand on se pose cette question-là, on a évidemment des raisons d'être inquiet. Et je crois qu'on se pose les mêmes questions en Arabie Saoudite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des intérêts convergents entre ces deux pays parce que les inquiétudes sont à peu près identiques. Le monde arabe est divisé. Et on a constaté un exemple de taille d'alliance entre les deux Corées. Les deux Corées, oui. La Corée du Nord et la Corée du Sud. Malgré tout ce qu'on a entendu ces derniers jours, ces derniers mois, la menace américaine, la pression internationale sur la Corée, et dans un seul coup, on voit les deux décideurs des deux Corées se serrent la main et montrent au monde comme quoi tout est possible. C'est quoi qui bloque chez les Arabes de méditer un tel exemple? Alors, bon, c'est vrai que évidemment, ce qui se passe en Corée est extrêmement important. Je pense que ça va contribuer à façonner une nouvelle diplomatie et de nouveaux rapports de force géopolitiques dans la péninsule asiatique et en mer de Chine. La grande différence, c'est qu'on est dans un espace qui s'appelle l'Asie et dont l'acteur le plus puissant, c'est un pays qui s'appelle la Chine. Et ce pays, c'est le seul pays aujourd'hui membre du Conseil permanent de sécurité qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de passé colonial. C'est un pays qui n'a aucune ambition hégémonique. C'est pas l'Amérique, c'est pas la France, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est même pas la Russie. Donc, les Chinois, ils ont un projet qui est progressivement de devenir la première puissance incontournable en maîtrisant trois choses. Le hard power, c'est-à-dire la puissance militaire, ce qui est le cas, c'est la première armée du monde. Il y a en permanence sous les drapeaux en Chine 145 millions de soldats. Personne, aucun pays sur la planète ne peut rivaliser. Il y a le soft power, c'est-à-dire diffuser la culture chinoise. C'est possible et on le voit aujourd'hui partout, notamment en Occident, la multiplication des échanges culturels, universitaires pour diffuser, notamment à travers la langue. On voit de plus en plus, notamment dans un pays comme la France, d'étudiants qui choisissent le chinois parce qu'ils pensent que c'est un bon pari pour l'avenir. Et il y a enfin ce que l'on appelle le smart power, c'est-à-dire cette capacité à faire que l'intelligence, elle passe par la maîtrise de la technologie. Et donc les Chinois sont en train d'inventer une norme alternative à la norme occidentale qui domine le monde, en gros, depuis la première révolution industrielle au XVIIIe siècle. Et c'est ça, de mon point de vue, la véritable révolution qui est en cours depuis 30-40 ans avec les Chinois. Et ça fait que c'est un acteur incontournable parce que c'est un acteur puissant, c'est un acteur qui a de l'histoire et c'est un acteur intelligent. C'est aujourd'hui quelqu'un qui est capable de maîtriser la téléphonie, le système financier, qui est capable de construire des porte-avions, qui est capable de construire du nucléaire et de le vendre un peu partout, qui a une présence sur la planète entière. Songez qu'aujourd'hui la Chine est le premier partenaire économique et commercial de l'Algérie, que c'est le troisième partenaire économique et commercial du Maroc, qu'il est très présent dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique centrale. Et c'est ça qui fait la différence. C'est un acteur incontournable et c'est un acteur loyal avec ses partenaires, coréens notamment. Tout a toujours été sous contrôle en Corée. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que la Corée du Nord, elle avait un projet qui était de se doter de l'arme nucléaire parce que les Nord-Coréens ont compris qu'à partir du moment où ils maîtriseraient le nucléaire, plus personne ne viendrait les embêter. Et que tout était possible et qu'on négocie toujours quand on est en position de force. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de ce qu'on appelle cet espace arabe qui va du Maroc jusqu'au pays du Golfe. C'est un espace qui est très divisé, c'est un espace qui est implosé et c'est un espace dont les peuples sont aujourd'hui totalement au mieux marginalisés et dans la plupart des cas réprimés. On le voit en Syrie, on le voit en Égypte, on le voit en Libye, on le voit au Yémen, on le voit dans les pays du Golfe, etc., etc. Donc, je pense que la comparaison, elle est là. Elle tient au fait, les Arabes, ils ont de l'histoire. Ils ont de la culture. Pourquoi est-ce que ces centaines de milliards de dollars qui ont été investis depuis
à peu près 60 ou 70 ans, n'ont pas permis de construire ou d'inventer une norme alternative. Et même, je vais très loin, pourquoi ne pas inventer une norme islamique, puisque c'est aujourd'hui quelque chose qui domine culturellement dans le monde arabe. Mais personne ne se pose ce genre de questions. Aucun scientifique, aucun dirigeant, je veux dire, arabe, n'est dans cette projection sur l'histoire. Qu'est-ce que ce sera le monde arabe dans 50 ans? Moi, je prends le pari, malheureusement, que dans 50 ans, dans un demi-siècle, le monde arabe sera dans une situation encore bien plus mauvaise que celle que l'on vit aujourd'hui. Le Maghreb, tout seul, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie, une force de frappe énorme. Et ce qu'on voit maintenant, on voit la guerre à l'horizon. Qu'est-ce qu'il peut faire la diaspora en tant que force qui se trouve à l'étranger et qui peut jouer un rôle à l'intérieur pour au moins amortir le choc ou bien de participer à un changement plus radical, mais un changement pour un consensus entre les pays du Maghreb? Je pense que la diaspora elle a un rôle à jouer dans ce qui concerne les relations entre les sociétés du Sud et celles du Nord. Je pense que la diaspora maghrébine, notamment en Europe, où la plus importante est en France, mais d'une manière générale en Europe, elle a une responsabilité et un rôle qui est celui de tenter d'expliquer ce qu'est le Maghreb, qui est aussi une situation parfois compliquée. Et je pense que c'est dans cet aller-retour permanent d'échanges à tous les niveaux, que ce soit des ingénieurs, des architectes, des universitaires, des chercheurs. Je pense que c'est dans cet échange permanent, dans la diffusion, dans la circulation du savoir, que l'on peut faire évoluer progressivement les choses. Je ne crois pas qu'il y aura de révolution, malheureusement. Mais je pense que c'est dans la circulation du savoir qu'on peut faire évoluer les mentalités et faire évoluer les... Malheureusement, aujourd'hui, on est dans des situations un peu partout au Maghreb, à des degrés très divers, où les dirigeants sont totalement bloqués, arc-boutés sur quelque chose qui est finalement assez dérisoire par rapport aux enjeux du moment, qui est de préserver leur petit pouvoir. Ce sont des dirigeants qui n'ont pas compris que aujourd'hui, même si on peut comprendre qu'ils souhaitent conserver leur pouvoir, le meilleur moyen de le conserver, c'est d'ouvrir, c'est de s'ouvrir, c'est d'ouvrir leur esprit, c'est d'ouvrir les yeux, c'est de permettre à leur peuple de s'exprimer, d'échanger, de dialoguer, de se contredire, de dialoguer avec d'autres peuples. C'est ça l'intelligence, c'est ça la circulation du pouvoir. C'est dans la confrontation des idées que l'on évolue, que l'on apprend et que l'on devient plus fort. C'est pas en se refermant, c'est pas en se recroquevillant. Aujourd'hui, tout va tellement vite que si on comprend pas que l'intelligence, elle est là, elle est dans la circulation, alors le Maghreb aussi risque de devenir une zone un peu à l'image, même s'il n'y a pas de guerre, hein, mais je pense qu'il peut y avoir une calcification des esprits, ce qui est au moins aussi grave parfois que les guerres ouvertes. Donc oui, évidemment, la diaspora a un rôle à jouer. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, il y a beaucoup d'associations qui travaillent à cette circulation de l'intelligence et il faut continuer modestement. Parfois c'est un peu désespérant, mais je pense qu'il faut avoir de la constance et continuer à le faire aussi longtemps que ce sera possible. Si vous le permettez, il reste un dernier volet parce que vous êtes un expert sur le sujet, l'islamisme. Et comme vous le savez, le président Macron a donné rendez-vous dans la fin du premier semestre, hein, c'est-à-dire d'ici le mois de juin, la fin du mois de juin, qu'elle proposera des solutions pour la gestion de l'islam ici en France. Comment voyez-vous dans cette, comment dire, cette pagaille aussi, il faut l'admettre, hein, dans cette pagaille de la gestion de l'islam ici en France, avec le mode, le financement, avec bien entendu la viande halal, bien entendu avec la marginalisation d'un grand nombre de chercheurs, d'un grand nombre d'islamologues, d'un grand nombre de théologiens qui ne partagent pas les avis de ceux qui sont au pouvoir actuellement, soit au CFCM, soit à l'UF, soit autres, hein. Et bien entendu, est la question de dire comme quoi le musulman en France est considéré dans un temps premier victime et dans un deuxième temps comme coupable. Et c'est une situation dramatique. Quel rôle peuvent jouer les chercheurs comme vous, les islamologues qui sont des spécialistes en la matière, pour
au moins mettre sur pied un projet société, un projet, comme vous l'avez bien dit au départ, sur les pays musulmans pour fonder une doctrine au sens propre pour mettre en valeur le savoir-faire musulman, mais là, au moins, pour laisser les musulmans vivre en paix avec les autres sociétés qui se trouvent sur le sol français. Alors, là aussi, je pense qu'il faut se référer à l'histoire. On fait en France comme si on n'avait pas de mémoire, qui est quand même assez paradoxal pour ce vieux pays. Je crois il faut rappeler quand même deux, trois petites choses simples. La rencontre entre l'islam et la France, elle s'est pas faite avec la colonisation, elle s'est faite à la Renaissance, au XVIe siècle, avec un souverain qui était particulièrement ouvert, et qui s'appelait François Ier, et qui a construit une alliance stratégique avec Soliman le Magnifique. Oui. Et cela a donné naissance à des convergences. Bon, évidemment, il y avait des intérêts politiques et diplomatiques pour la France et pour le roi de France à protéger. Et son allié le plus puissant à l'époque, c'était évidemment l'Empire ottoman. Donc le roi de France n'a pas hésité. Et en même temps, cela a donné naissance à des convergences à tous les niveaux, sur le plan notamment de la littérature, de la poésie, de l'algèbre, de l'astronomie. Il y a eu des échanges extraordinaires qui ont permis des convergences extrêmement importantes, et cela a laissé des traces en France et dans l'histoire de France. Donc je fais ce petit rappel à tous ceux qui ont la mémoire courte et à tous ceux qui essaient de nous faire croire que l'islam est une référence d'apparition récente. C'est faux. Historiquement, c'est faux. Il suffit juste de reprendre les livres d'histoire à la page de la Renaissance avec François Ier. Deuxièmement, si on a oublié cette histoire, ce que je peux entendre parfois, y compris parmi des gens particulièrement bien éduqués, il y a la période de la colonisation. Un pays comme l'Algérie, qui a vécu, ou d'autres au Maghreb, mais là nous parlons du Maghreb, qui ont connu cette présence française pendant plus d'un siècle, on ne peut pas dire que la France ignore ce qu'est l'islam. Depuis l'expédition de Bonaparte en Égypte, au tout début, en 1799, au tout début du XVIIIe siècle, il y a eu cet échange à nouveau et cette confrontation. Elle n'a pas toujours été, je dirais, fluide. Et donc, il ne faut pas faire là aussi comme si on ignorait ce qu'est l'islam. Qu'est-ce qui est posé aujourd'hui comme question à la société française, en tout cas moins d'ailleurs à la société? Je pense que les peuples sont toujours plus intelligents que leurs dirigeants. Et sur cette question de l'islam, je crois que c'est vrai aussi. Les peuples, ils ont de la sagesse collective. Les dirigeants, ils ont des stratégies qui sont très différentes parce que on est ballotté entre des intérêts qui sont parfois contradictoires. Et nos dirigeants politiques aujourd'hui actuellement nous disent il faut organiser l'islam de France. Très bien, mais que ne le fait-on? Ça fait 40 ans qu'on parle de cela. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Alors parfois on nous dit oui, mais il y a des interférences étrangères. Très bien, alors discutons avec les pays qui ont des intérêts en France. Alors on va les nommer, ça va vite. Il y a la Turquie, il y a l'Algérie, il y a le Maroc. Ce sont des pays importants. Et puis certains pays africains, il faut discuter avec eux. Il faut leur dire, écoutez, voilà quelle est la tradition française. Voilà ce qu'est la loi de la laïcité. Donc on ne vous interdit pas une présence auprès de vos communautés, mais on ne peut pas accepter ceci et ceci et cela. Une fois qu'on a posé la règle du jeu, après, on peut discuter et négocier avec des citoyens français qui sont de confession musulmane. Et ça n'est pas la même chose. On est égaux en droit et en devoir. C'est pas le fait d'être musulman qui fait de vous un sous-citoyen. Au contraire, on est des citoyens de plein droit, mais en même temps de plein devoir. Il faut accepter les deux, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc je pense que si on veut sincèrement, si le président Macron est sincère dans sa démarche, il doit prendre en considération cela. Et sinon, une fois de plus, on ira vers une démarche qui ne permettra pas d'aboutir à une organisation de l'islam de France ou à un islam français qui permette à l'islam de s'épanouir et à tous ceux qui veulent pratiquer librement d'être protégés par la loi de la République. Et c'est ça qui est important.
C'est-à-dire que si on brûle une mosquée ou si on fait quoi que ce soit à un musulman, c'est l'État qui se mobilise. C'est pas des individus. Et c'est pas les mêmes choses. C'est pas le même rapport. Et je crois que la loi protège. Et s'il doit y avoir aujourd'hui une nouvelle organisation de l'islam de France, il faut d'abord dire aux citoyens français qui sont de confession musulmane que la loi les protège dans ce qu'ils sont et pas dans ce qu'ils font. Et c'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut changer de paradigme et non pas considérer les musulmans comme une menace. Monsieur Kader Abdelrahim, directeur de recherche à l'Institut PSE, donc spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, et maître de conférence à Sciences Po Paris, membre du Global Funder. Je tiens à vous remercier infiniment de cet éclairage fort intéressant. Et puisqu'on parle de l'islam, après vous, donc j'aurai le plaisir de recevoir M. Ammar Dib, le conseiller du recteur de la mosquée de Paris, pour continuer le débat sur ce sujet-là, qui me tient à cœur parce que depuis octobre 2017, on est en train de travailler là-dessus, et avec des avis des uns et des autres. C'est avec cet échange divers, transversal, certainement que les choses pourront bouger. Et, je vous dis à très bientôt et merci infiniment encore une fois. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la